Avant-propos. Dans sa première version, Faribole m'est venu sans volonté précise, comme s'il me fallait avant tout faire entendre ce monde de la justice ordinaire qui, au fil des ans, est devenu le mien. On ne trouvera pas plus dans cette nouvelle version, lors des grands procès, des affaires exceptionnelles, des ténors virtuoses de la défense. Après le démon de la colline aux loups et ritournelle, je voulais simplement que l'on ne se détourne pas des plaies de la vie ordinaire, qui disent tant ce que nous sommes, et la société dans laquelle nous vivons. Les peines prononcées sur ces accidents de la vie courante, je les ai souvent négligées dans le texte. Ce livre n'est pas un traité de droit pénal ou encore une étude sociologique. Il a pour seul désir de recueillir des instants de vérité surgis à l'improviste dans le geste habituel de ces croquis d'audience dont j'ai fait pour partie mon métier. Ce n'est pas non plus un recueil d'histoires courtes. Il ressemble davantage au fil d'une journée d'audience au tribunal, avec cet enchaînement imprévisible et insensé des affaires jugées, qui ne sont pas toujours dramatiques, mais jamais non plus inoffensives. Les faits rapportés sont-ils vrais? Oui et non. Faribole admet pleinement la puissance de la littérature pour comprendre et digérer le réel. Ceux qui ont assisté à des procès le savent. Il faut parfois faire appel à l'imagination pour expliquer les histoires des autres, les rendre supportables. Au tribunal, on n'oublie pas les visages des familles éplorées, mais il ne s'agit pas que la fiction vienne voler aux victimes la vérité de leurs souffrances, ou aux prévenus la stricte nature de leurs actes. Il s'agit, avec le plus d'humilité, de suivre cet élan de l'imagination que les histoires ordinaires des audiences pénales appellent, de raconter au mieux les affres du mal dans ses petites et grandes œuvres. La vérité de ce livre, elle tient sans doute pour moi tout entière dans cette tentative, dans ce désir de montrer que, au-delà de l'énoncé des faits et des paroles, il n'y a nul monstre, juste des femmes et des hommes, de ceux qui pensent, à chaque fois, avoir fait de leur mieux. La petite salle d'audience au rez-de-chaussée est bondée. Il y a même du monde debout. Des corps en vrac contre le mur du fond, à la manière d'une mauvaise tapisserie. Une fenêtre haute a été ouverte pour apporter un peu d'air frais, en vain. La pièce sent déjà la sueur, l'angoisse et la lessive amère de la fragilité sociale. On accède à la salle par quelques marches logées contre la machine à café et le distributeur de boissons, assiégés par des enfants. Ici, ils ont leur tribunal eux aussi. À droite, on ne voit que le grand escalier central, ses marches irrégulières menant aux assises. Avec ses rampes de bois poli par le glissement des mains et la corrosion de leur contact moite. L'architecture combine comme elle peut l'illustre solennel et le bricolage budgétaire. Je me suis faufilé sur un siège libre, presque au fond. Je perçois le frottement des dos contre le mur derrière moi, les soupirs d'impatience. Des journalistes au deuxième rang, toujours assis ensemble. Cette drôle de manie médiatique qui consiste à coaguler partout, les voilà coincés contre un radiateur dont les bourrelets de fonte chauffent encore au mois d'avril. Devant eux, les avocats en robe font un rempart de créneaux noirs entre le public et les magistrats qui viennent de s'installer. La présidente est une jeune femme vive, lunettes rondes, carré ondulant, nouvelle. Sa démarche a ce surcroît d'amplitude qui fait tendre la robe comme les ailes d'un volatile encore à l'aube de savoir voler. Elle s'assied la première. Ses assesseurs l'imitent ensuite comme des gardes de corps en symbiose. Le premier jeune, lui aussi,
Je l'ai déjà vu. Il traverse généralement les heures de débat, pulpe des doigts de la main gauche contre la pulpe des doigts de la main droite, dans une attitude de prière indienne pacificatrice. Je connais aussi le second. Il semble souffrir de narcolepsie digestive. Son menton s'affaisse en règle générale peu après 14h15. Il dort, les mains jointes sur le plexus solaire, dans une attitude de méditation pacificatrice. Dossier numéro 4, appelle l'huissier. Un petit bonhomme s'avance à la barre. On ne saurait lui donner d'âge. Son front a repoussé les cheveux jusqu'au sommet du crâne. Il porte un trench coat beige, un pantalon beige, des chaussures beiges, des chaussettes blanches sport. C'est un monsieur inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il ne s'est pas présenté à la gendarmerie comme la loi l'y oblige pour signaler son changement d'adresse. Et c'est donc une nouvelle infraction, vous comprenez ? La présidente attend la réponse. Le type caresse la barre. Laissez la barre tranquille et répondez-moi. Je note. La main qui se promène de droite à gauche sur le bois brillant, les petits poils bruns sur les phalanges, l'espèce de tendresse molle qui semble animer le prévenu. Je note et je griffonne un triangle avec point d'exclamation sur la page pour être sûr d'y revenir. J'ai une copine maintenant, elle est sophrologue, on habite ensemble. Mais c'est très bien ça, seulement il faut passer à la gendarmerie. J'ai oublié. Il ne faut pas oublier. Je n'oublierai plus. Vous avez aussi oublié de répondre au courrier. C'est que je suis passé à autre chose, moi. C'est possible, et sans doute heureusement, mais la loi, il interrompt. Avec ma copine, on va ouvrir ensemble un cabinet. Soupir. Un cabinet de quoi ? Elle est sophrologue et moi je suis tarologue. La présidente coince un sourire. Des questions, monsieur le procureur ? Oui. Est-ce que monsieur a lu à l'avance le résultat de l'audience ? La salle est secouée d'un rire. Le prévenu regagne les sièges du public. Sa sophrologue de copine est assise tout au fond. Une brune à bouclettes qui cache un pull mohair arc-en-ciel sous un impair beige. Elle l'accueille avec un souffle réprobateur. Il lui tend la main, elle la lui abandonne, et il en caresse le dos comme il le faisait quelques minutes auparavant avec la barre. Dans la salle, il y a un monsieur au blouson multicolore, tout seul, assis au beau milieu d'une rangée de sièges vides. À ses pieds, un gobelet de café fumant. La présidente fait une moue dubitative, puis s'adresse à lui. « Approchez de la barre, si vous y arrivez. » Il se lève et marche, avec cet effort visible de contrôle psychomoteur qui n'appartient qu'aux habitués de la bouteille. Il marche sans tituber jusqu'à la barre et s'y cale pour acquérir une manière de stabilité définitive. L'avocat de permanence n'arrête plus de sourire. « Vous avez bu ? » ?»« Pardon ?» La présidente précise. « Vous êtes alcoolisé ? » ?»« Pas tellement, non. »« Vous sentez l'alcool ? » ?»« Pas en ce moment, non. Ce n'est pas sérieux. Racontez-nous ce qui s'est passé hier. » Il grommelle, puis « J'ai fait une bêtise. » Il articule comme s'il parlait d'un seul coup une langue qu'il ne comprenait pas. La magistrate résume à sa place. « Vous avez été placé sous contrôle judiciaire hier par le juge des libertés parce que vous aviez été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il vous a laissé libre et vous arrivez ivre à l'audience ? » ?»« Non, mais ça va. J'ai juste pris un tout petit apéro. Et les médicaments aussi. » »«
Quels médicaments? Les médicaments pour ne pas boire. Il faut que vous tuiez quelqu'un pour arrêter? Je ne vais pas tuer avec un verre ou deux quand même. Si vous prenez votre voiture, si. Non, je prends plus la voiture. Et hier? Sauf hier. Les magistrats échangent à voix basse. Il y a un problème de procédure dans ce dossier. Vous serez reconvoqué pour ces faits, monsieur. En attendant, vous restez chez vous, surtout. Tout à fait. Il s'éloigne de la barre en soufflant. Il se penche lentement, comme on inclinerait la bouteille dont on craint de déverser le contenu, et ramasse son café. Il visse une casquette noire sur son crâne parsemé de cheveux épars, ajuste d'immenses lunettes, modèle aviateur, sur son nez dans un geste théâtral, prend son sac, puis me regarde longuement. « Bonjour, monsieur, dit-il, et il disparaît par la porte. Elle porte une veste polaire verte, ses cheveux sont teints de frais, elle a encore quelques traces rougeâtres sur les tempes. La dame hausse le ton. « Votre agent, là, il m'a même pas expliqué que je devais prendre le chevreuil en photo pour les assurances. Vous croyez que tout le monde part en course avec une caméra? On va quand même pas prendre en photo un chevreuil mort. Par contre, ça fait du dégât. Et évidemment, le chevreuil n'est pas assuré de toute façon. Donc, c'est pas lui qui va payer pour la voiture. Ne vous énervez pas, madame. Il faut prendre une photo sur place pour prouver que c'est bien un chevreuil qui a causé les dégâts. C'est une précaution, mais vous n'êtes pas jugé pour cela. J'ai pas compris pourquoi aller au tribunal. On n'est pas des criminels, on paye nos impôts. Je peux vous dire que j'en ai parlé autour de moi. Le chevreuil, vous l'avez mis dans le coffre? Mon mari avait une bâche, il est venu avec Patrick parce que de toute façon il ne travaille pas, donc il peut bien aider une fois de temps en temps, et on s'est mis à 3 pour le mettre dans le coffre. On s'est dit que le chevreuil serait mieux au congélateur qu'à pourrir pour personne. Quand on voit le prix des choses aujourd'hui. C'est interdit, madame, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Et comment je pouvais le savoir? Votre mari n'est pas chasseur? Pour aller faire la bringue sans arrêt, certainement pas. Donc, il ne pouvait pas savoir. Mais ce que vous avez fait, c'est comme du braconnage. Vous saisissez? Il est venu se jeter tout seul contre la voiture, le bestiau. Il s'est chassé lui-même. Il va falloir payer le garage. L'assurance va nous emmerder. Excusez-moi de jurer. Et on ne peut même pas se récompenser d'un jarret de chevreuil pour Noël? Voilà Georgette, une dame en chignon dans un manteau de laine, et à ses côtés Gloria. Elles en sont venues aux mains pour une histoire de ballon d'eau chaude. Georgette est propriétaire du petit appartement que loue Gloria. « Je suis allée la voir pour le ballon, » explique cette dernière. « Elle m'a poussée et je suis tombée sur la tête. » Elle était alcoolisée et tenait des propos incohérents, relate Georgette. Elle me doit 5 mois de loyer. C'est vrai, je l'ai fait tomber dans la brouette qui était mal placée. Gloria serait revenue après avec son compagnon. Et c'est là que j'ai reçu 2 claques. Faux, rétorque Gloria sèchement. Si, c'est vrai. Elle m'a même dit, tiens, en v'là une et en v'là 2. Il a tout juste 20 ans. Et s'il est jugé, c'est parce qu'il a rossé sa mère. Le président insiste sur la gravité des faits. Vous vous rendez compte? Le prévenu s'explique avec une drôle de langue. Si vous auriez été à ma place,
vous sauriez que ce n'est pas si simple que ça. Déjà, ma mère m'a jeté un verre à la figure, et je revenais d'une fête, ça s'était mal passé avec ma copine. La maman a déclaré aux gendarmes, il a bu, il a dû fumer, il nous a sauté dessus. Il frappe sa mère au sol, coups de pied et de poing. À mon enfance, elle nous battait avec des nerfs de bœuf, et elle nous piquait avec des fourchettes à viande. J'ai encore des cicatrices. C'est normal que ça revienne comme ça. Oui, c'est ce que vous dites, vous. Le juge revient à la version de son beau-père. Vous auriez passé vos nerfs sur une guitare et vous le menaciez avec. Le prévenu nie farouchement. Mes instruments de musique, c'est quelque chose de sacré. Je vais pas taper avec, déjà que ça coûte la peau des fesses. Il est assis dans le box, pétrifié, dans la posture d'une madone inconsolable qui attend d'être éclairée par un projecteur céleste. Dites, mon vieux, on ne va pas attendre 5 minutes après chaque question pour que vous répondiez enfin. Le président s'est complètement affalé dans son immense siège de cuir. Il regarde le prévenu par-dessus ses lunettes. Celui-ci s'avance doucement, avec la précaution du modèle qui a enfin trouvé son bon profil. Et tenez-vous droit, enfin, vous avez un torticolis? Je suis triste, monsieur le président. Je fais une dépression à cause de la prison. En même temps, la prison, ça n'est pas fait pour être agréable, hein? Sinon, on n'y verrait que des cadres supérieurs. Il ne faut pas plaisanter avec ça, monsieur le président. Je ne supporte plus. Je serais bien tenté de vous croire, mais si vous n'aimez pas ça, et c'est en toute logique, je vous l'accorde, pourquoi vous y revenez sans cesse? Avec votre casier, vous risquez du ferme à chaque fois. Vous l'avez compris, ça? J'ai toujours essayé de rendre service. Après, quand on a un casier, on est systématiquement coupable. Dans la salle d'audience, une dame pousse un soupir d'indignation. C'est une petite brune en bottes hautes et jupe jean. Elle porte un bandana autour du cou, ses yeux sont soulignés de cernes définitifs, des virgules de chagrin sous des iris ternis. À ses côtés, une grande blonde en frisottis, mèche après shampoing spécial curly hair, racines grisonnantes sur les tempes. De petites rides au coin des yeux qui font le regard aussi rieur que la bouche est maussade. Les deux femmes ont l'air consternées. Le président les regarde un instant. « J'imagine que vous êtes les victimes. Alors, je vais vous demander, mesdames, de ne pas souffler ou bondir à chaque réplique de monsieur, sinon on ne va pas y arriver. C'est OK pour vous ?» Les dames acquiescent en soupirant. Le président se tourne vers le prévenu. « Alors, camarades, je vous explique pourquoi vous êtes là. Vous auriez dû être jugé il y a 15 jours, mais il y a eu un souci de citation si ma mémoire est bonne. Donc, vous êtes poursuivi pour escroquerie, hein? Pour ce dossier, vous auriez subtilisé l'intégralité du compte en banque de votre concubine, soit 13 456 €. Bon, ce n'est pas des millions, vous me direz, mais quand c'est la bourse de toute une vie, alors comme madame était soignée pour une dépression grave, on aurait pu aussi aller chercher l'abus de faiblesse, vous comprenez? Je peux parler? Mais oui, on est là pour ça. Je n'ai rien à me reprocher, j'ai voulu aider, c'est tout. Et j'imagine que votre avocat... Où est votre avocat d'ailleurs? Une toute jeune femme en robe s'avance face au tribunal. « C'est moi, monsieur le président. » Le procureur regarde ses ongles tout en commentant. « Je crois que son précédent conseil en a eu assez d'être mené en bateau. » Bien, j'en étais où, moi? Ah, 2 faits d'escroquerie donc, celui que je viens d'évoquer et un précédent qui concerne votre avant-dernière concubine. C'est cela? Même procédé. Vous lui auriez dérobé la somme de, ce n'est pas brillant non plus, 7 456 €. Alors ce qui est frappant chez vous,
Ce n'est pas tant la manœuvre pour prendre les sous, parce que, si j'ai bien compris, vous vous contentez de les transférer sur un compte en prétextant des promesses de placement avantageux. Ce n'est pas tant cela que votre terrain de chasse, si j'ose dire. Terrain de chasse? Eh oui, vous courez les salles d'attente pour y trouver des femmes fragiles. Vous traînez dans les couloirs des services psychiatriques. J'ai rencontré par 2 fois des femmes chez le médecin et à l'hôpital, car j'étais moi-même très malade. Oui, alors, bon, les experts semblent en douter quelque peu. Vous courez particulièrement les centres médico-psychologiques, les hôpitaux de jour, les maisons de repos. Apparemment, les dentistes, ça n'est pas votre truc. Il ressort de votre dossier que toutes les femmes que vous avez escroquées par le passé, vous les aviez rencontrées dans un contexte médical. Elles étaient presque toutes en dépression ou en soins pour des problèmes d'addiction. Mais c'est normal de vouloir aider et rendre service. Ce sont souvent des femmes qui sont seules et que la solitude rend malade. Dans la salle, une des femmes se lève d'un bond furieux et sort, scandalisée en maugréant. Voyez la réaction, elles ne semblent pas être d'accord. Elles étaient pourtant d'accord quand il s'agissait de les écouter pendant des heures et de les soutenir. Je n'ai forcé personne. Justement, vous avez l'air fortiche dans votre genre. C'est quand même votre 3e audience correctionnelle pour des faits identiques. Et vous recommencez. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir rendre service. C'est une vocation. Après, quand on quitte les femmes, elles se vengent à leur manière, par jalousie. Et il suffit d'être condamné une fois pour être recondamné tout le temps. Pourquoi vous n'allez pas aider des hommes pour changer? Ce n'est pas ma vocation. Votre vocation, c'est de profiter de votre bagout pour exploiter la fragilité de femmes en difficulté. Je n'ai jamais forcé qui que ce soit. Tout ce qu'elles ont fait, elles l'ont fait de leur plein gré. Elles ont toujours changé d'avis ensuite parce que je devais les quitter. Pourquoi dites-vous que vous deviez les quitter? C'est la vie, quand on a fait son temps ensemble. Et l'argent, il est devenu quoi? Je n'ai pas eu le temps de le faire fructifier avec toutes ces procédures. Vous ne manquez pas d'air quand même. Ces dames pourraient avoir un joli pécule aujourd'hui. Au lieu de cela, elles vont tout dépenser pour un avocat. Mais dites, ça ne vous paraîtrait pas normal qu'elles puissent profiter de leur argent comme bon leur semble? Elles ont bien profité du mien. Vous avez escroqué tellement de monde qu'on ne sait pas bien si vous n'avez jamais eu de l'argent à vous. La dernière, je lui ai même laissé ma voiture. Monsieur, vous aviez souscrit un emprunt à son nom pour la payer.